Bonjour, bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78 de l'actualité des idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le sommaire de ce 12 novembre. 5 sont labellisés dans les Yvelines. Les cités éducatives avaient leur journée départementale cette semaine. Ça se passait mercredi du côté du nouveau collège de Mantes-la-Jolie. Retour sur la journée avec Raphaël Sodini, préfet délégué pour l'égalité des chances, qui est notre invité. Suite et fin de notre dossier de la rédaction consacré aux conséquences de la hausse des prix. Pour réduire cet impact, des solutions existent et notamment en matière d'énergie. Dans cette édition, les conseils de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis comme chaque vendredi, notre sélection pour s'occuper pendant le week-end dans les Yvelines, ce sera dans la deuxième partie de cette édition. Avec bien sûr Bichente Mayen Santisteban qui est avec moi au plateau. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Tout va bien ? Très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, beaucoup de musique, mais aussi de l'insolite avec des chevaux sur une scène de théâtre et aussi une vache en maillot de bain. Et on a hâte de voir ça tout à l'heure et ce sera dans la suite de ce 7-8 Week-end. Mais j'accueille tout de suite mon invité, c'est Raphaël Sodini qui est avec nous par visioconférence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet délégué à l'égalité des chances dans les Yvelines. Avec vous, on va revenir sur cet événement, la première journée départementale des cités éducatives dans les Yvelines. Elle se tenait mercredi au collège innovant de Mantes-la-Jolie. Les maires des 5 villes labellisées par l'État ont pu présenter leurs projets au public avec au programme conférences, échanges, ateliers. Pourquoi organiser cette journée ? Quels étaient les objectifs ? Il y a deux objectifs à l'organisation de cette journée. Le premier, c'était donner à voir ce qu'on fait dans les Yvelines en matière d'éducation pour les jeunes dans les quartiers prioritaires. On a tenu cette journée dans le collège innovant de Mantes-la-Jolie, qui est un écrin formidable pour tenir ce genre d'événement et qui montre l'investissement du conseil départemental en la matière. Et puis, on a 5 cités éducatives qui fonctionnent bien dans les Yvelines. Et donc, premier objectif, c'était montrer comment elles fonctionnent. Et puis, le deuxième objectif, c'était de leur permettre d'échanger des bonnes idées, de développer des projets. Donc, c'est comme ça qu'on a eu un forum avec les associations pour que chaque cité éducative puisse connaître ce qui existe dans le département, ce qu'elles ne font pas encore, et pour qu'elles puissent avoir l'idée de le faire à l'avenir. Est-ce qu'on va parler dans un instant de ce travail partenarial qui est fort dans ces cités éducatives ? L'important aussi là dans cette journée, vous l'avez rappelé, c'était qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent échanger les bonnes idées. C'est aussi important que les différentes cités éducatives puissent discuter des différents projets qu'elles mènent. Exactement. On a 5 cités éducatives, à Mantes-la-Jolie, au Mureau, à Trappes, à Chanteloup-les-Vignes et à Poissy. Toutes se sont construites avec leur partenariat local et elles connaissent pas forcément ce qu'une autre cité éducative fait. Et donc chaque cité éducative, on a des spécificités, soit culturelles, soit sportives, soit artistiques, soit des sorties, soit on a énormément de choses qui existent, de l'aide aux devoirs bien sûr pour les enfants des collèges et du primaire. Et c'est important qu'elles se nourrissent les unes des autres et que finalement les bonnes idées des unes puissent contaminer, si j'ose dire, l'action des autres. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de mettre en place en lien avec des grandes associations yvelinoises qui nous ont beaucoup aidés, la PMSQ, la Compagnie des Contraires, enfin des associations qui travaillent, qui font un boulot formidable dans le département. Et ça se déroulait donc au nouveau collège de Mantes-la-Jolie qui est situé dans le quartier du Val-Fouré avec une pédagogie innovante. Il y a un système de maison référente un peu à la manière de Poudlard dans Harry Potter. C'est une pédagogie avec une prise en compte aussi de tous les temps de l'enfant, que ce soit scolaire ou périscolaire. Ce n'était pas anodin finalement de pouvoir proposer cette journée au sein de ce collège. Oui, parce qu'il y a une vraie complémentarité entre la volonté du conseil départemental d'impulser dans un collège innovant des pratiques pédagogiques innovantes pour les collégiens du quartier du Val-Fouré et la dynamique de la cité éducative qui est aussi une dynamique dans laquelle on essaye d'ouvrir l'école à l'ensemble des acteurs associatifs, aux parents, à l'ensemble des acteurs qui concourent à la réussite de l'enfant. Donc ces deux projets sont très complémentaires et d'ailleurs l'un des grands axes pour Mantes-la-Jolie pour l'année qui vient, c'est de bien inscrire le collège innovant dans la dynamique de la cité éducative et avec le maire Raphaël Cognier, on est certain d'y parvenir. On le disait, 5 cités éducatives sont labellisées dans les Yvelines. On va les voir s'afficher. 80 au tout au niveau national. Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Poissy et Trappes sont les villes concernées. Près de 41 000 jeunes de 0 à 25 ans. L'objectif, c'est bien sûr la réussite de chaque enfant, l'épanouissement surtout de chaque enfant. Alors le constat de départ, c'est de dire que, selon le lieu de naissance, les origines familiales, les établissements fréquentés, les chances de réussir ne sont pas les mêmes pour chaque enfant. C'est un constat qui est connu. Qu'est-ce qu'apporte de nouveau ce dispositif des cités éducatives par rapport à des dispositifs qui existaient déjà ?
Alors, il apporte 2 ou 3 choses. Comme vous le dites, quand on est dans un quartier prioritaire en politique de la ville, quand on fréquente un collège dit en REP+, c'est-à-dire un collège qui accueille des enfants qui viennent de milieux qui ne sont pas privilégiés, on a moins d'accès à la culture, moins d'accès au sport, moins d'accès aux loisirs et moins d'accès au savoir. Et donc, on a une scolarité qui est souvent plus difficile que quand on vient d'un milieu plus privilégié. La cité éducative, face à cela, elle fait 2 choses. D'abord, elle donne des moyens supplémentaires parce qu'on a besoin de moyens supplémentaires à chacun de ces collèges pour monter des actions culturelles, de loisirs, de soutien scolaire, de partenariats avec des grands théâtres. On a par exemple un partenariat qui va se construire entre Trappes et la Comédie Française. Donc c'est tout ça qu'on met en place. Et puis elle met en place un pilotage particulier, c'est-à-dire que le collège n'est pas tout seul pour gérer la cité éducative. On associe au collège les équipes de la municipalité, les équipes du maire et les équipes du préfet en charge de la politique de la ville, donc mes équipes. Et tous ensemble, on essaye de construire un écosystème qui permet aux enfants d'avoir des projets adaptés à leurs besoins. Et c'est vraiment une dynamique qui est nouvelle, qui a 2 ans sur le département des Yvelines, donc qui est très récente, qui a été lancée par ce gouvernement, mais qui fonctionne bien. On a 5 cités éducatives et on candidate pour 4 nouvelles cités à la fin de l'année parce qu'on croit vraiment à ce modèle qui produit déjà, je crois, de bons résultats. Oui, parce que d'ici la fin 2021, il y en a 46 au niveau national qui vont être labellisées, et vous le dites, dans les Yvelines, peut-être de nouvelles aussi cités éducatives. En tout cas, elles ont monté des dossiers. Voilà, on a monté 4 dossiers nouveaux pour Mantes-la-Ville, Limay, Plaisir et Sartrouville. Bon, 4 dossiers, il y a 46 places, alors on sait que ça va être compliqué de tous les avoir, mais on se bat parce qu'on croit vraiment à ce modèle et parce que je trouve que c'est un modèle qui permet de compenser les inégalités de naissance en offrant aux enfants des quartiers un écosystème beaucoup plus favorable pour leur éducation, avec des partenariats très riches, avec une vraie dynamique et avec des moyens supplémentaires, parce que rien ne se fait sans moyens supplémentaires. Donc on est optimiste et je trouve que ça a été une très belle journée qui s'est finie d'ailleurs par 2 petits spectacles de la Compagnie des Contraires et la PMSQ, où on a vu vraiment que non seulement dans nos quartiers, on a des associations dynamiques, mais on a aussi de l'excellence. Des comédiens qui jouent merveilleusement, des jeunes qui chantent merveilleusement. Et tout ça, c'est important de le dire dans ces temps où on doute parfois de nous-mêmes. C'est important de montrer que dans nos quartiers, on a vraiment de l'excellence et de la réussite. Donc il y en aura d'autres, les journées départementales des cités éducatives? Alors on va pas les faire toutes les semaines parce que ce serait un peu lourd, mais d'ici 1 ou 2 ans sans doute, on va essayer d'en refaire d'autres. C'était aussi un moment, je veux le souligner, un peu important de se retrouver après ce temps pandémique. On s'est retrouvé uniquement par visio. Alors là, je vous retrouve par visio, je tiens pas mes promesses, mais là, se retrouver à 200 dans un masqué et avec le contrôle du pass sanitaire. Mais voilà, se voir en vrai, c'était aussi un moment important après cette année qui a été un peu difficile. Merci Raphaël Soligny d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Préfet délégué à l'égalité des chances dans les Yvelines. Le dernier épisode à présent du dossier de la rédaction toute cette semaine, TV78 s'intéressait à l'impact de la hausse des prix sur les Yvelinois. Après le constat, voici de premières solutions. On vous en donne avec des conseils pour faire baisser la facture avec l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Un reportage de Céline Charles et de Bichente Mérien Santisteban. Le constat est sans appel, la flambée des prix de l'énergie est préoccupante et elle commence à peser sur le budget des Français. Le prix du gaz et de l'électricité ne cesse d'augmenter depuis de nombreuses années. Il a doublé en 10 ans pour le prix du gaz et a connu une hausse de 50% pour l'électricité sur la même période. La ministre avait parlé en septembre d'une hausse autour de 12%. Et en fait, le bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement va limiter cette hausse à 4%. Mais on est quand même dans une tendance haussière sur les années futures. Face à cela, la LEC de Saint-Quentin en Yvelines, implantée à Montigny-le-Bretonneux, propose des solutions, notamment au niveau des travaux de rénovation énergétique. La structure met en avant une démarche dite de type négawatt. C'est vraiment d'aller vers une économie zéro carbone, mais qui s'axe sur 3 principaux leviers. D'abord la sobriété, c'est-à-dire consommer l'énergie uniquement là où elle est nécessaire, ne pas gaspiller l'énergie. L'efficacité, avoir des équipements qui fonctionnent bien, se chauffer, la chaudière va rendre ce service, mais avoir une chaudière qui est efficace et qui ne gâche pas de l'énergie.
et ensuite essayer de développer au maximum les énergies renouvelables pour produire cette énergie. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas déjà. Donc au niveau des travaux qu'on peut faire, ça va être des travaux d'isolation thermique, de changement d'équipements vétustes, de vieilles chaudières, vieux radiateurs, de changement de vitrage. L'association sensibilise également aux éco-gestes, des changements d'habitudes simples et du quotidien qui tendent à limiter la hausse de consommation. Réduire d'1 degré la température de consigne du thermostat, on va pouvoir faire autour de 7% d'économie. Ensuite, bien régler la température de son frigo. Voilà, essayer de faire à 4 degrés minimum, voilà, on va pouvoir économiser. Et également vérifier au niveau du congélateur qu'on n'a pas trop de givre. Dès qu'on a du givre, ça va faire des surconsommations. L'ALEC réalise sur rendez-vous des bilans thermiques, propose des améliorations et oriente vers des professionnels, des initiatives bienvenues pour freiner la hausse de l'énergie. Et puis votre rubrique Legal Checking pour décrypter l'actualité, analyser le vrai du faux. Vincent Couronne du collectif des surligneurs vous aide aujourd'hui à y voir plus clair. Conseil de l'Europe, Conseil européen, deux termes très proches mais des instances complètement différentes. Pour ne plus faire l'erreur, regardez. Ces derniers jours, le Conseil de l'Europe a fait circuler sur les réseaux sociaux une campagne visant à promouvoir la tolérance et qui faisait incidemment la promotion du voile islamique comme élément de liberté de la femme. Une campagne rapidement dénoncée par divers partis politiques et responsables associatifs et finalement retirée des réseaux sociaux par le Conseil de l'Europe. Une campagne au surplus cofinancée par l'Union européenne. Il n'en fallait pas plus pour que sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, la plus grande confusion se répande sur qui avait fait quoi et qu'on mélange Conseil de l'Europe et Conseil européen. Alors une bonne fois pour toutes, comment ne plus faire la confusion ? Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale créée en 1949 dont l'objectif est de promouvoir la paix et la démocratie. Très vite, de nombreux États vont rejoindre ce Conseil de l'Europe dont l'action va se développer avant tout dans la protection des droits de l'homme. Aujourd'hui, 47 États en sont membres, du Portugal à la Russie, du Royaume-Uni à la Turquie. C'est le Conseil de l'Europe notamment qui établit la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil européen, lui, n'est pas une organisation internationale. C'est une institution de l'Union européenne qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Mais alors pourquoi avoir deux appellations aussi proches ? La faute revient, si l'on peut dire, à Valéry Giscard d'Estaing qui, contre l'avis de ses partenaires chefs de gouvernement, lance, lors de sa conférence de presse qui clôture le sommet de décembre 1974, Nous avons participé au premier Conseil européen. Ce Conseil européen réunit donc les membres de l'Union européenne et ils sont 27. Alors une bonne fois pour toutes, comment ne plus faire la confusion ? Le Conseil de l'Europe avec un grand E, c'est pour la grande Europe à 47. Le Conseil européen avec un petit E, c'est pour la petite Europe à 27. Vous n'avez plus d'excuses désormais pour faire l'erreur. Allez, c'est l'heure de vous donner l'envie de sortir dans ce 7-8 week-end. Avec bien sûr la sélection de Bichente Mérien Santisteban qui est revenu en plateau. Dans un instant, Bichente, votre invité qui est également avec nous en plateau. Et vous commencez fort pour cette partie loisir avec un voyage dans le temps. Oui, un spectacle de grande dimension, et ça tombe bien dans la grande salle du Chênaies Rocancourt. L'Odyssée du temps, c'est plus d'une vingtaine d'artistes, des scènes de combat, de la musique, un écran géant et même 2 chevaux. Représentation samedi à 20h30 et dimanche à 15h. Voici ce qui vous attend. Alors, dites-moi tout. Non, mais vraiment, mettez-vous à l'aise, détendez-vous. Enfin, enlevez votre veste, ce serait mieux pour la séance. C'est l'histoire de Florent, un jeune dépressif qui va consulter son psychothérapeute sans savoir que tous deux vont explorer et revivre de nombreuses aventures à travers les époques. Ce spectacle a été écrit à partir de transcriptions de vraies régressions, ce qu'on appelle des régressions dans des vies antérieures. Donc une technique de psychothérapie qui va chercher dans le passé du patient, dans la mémoire du patient, ses traumas, de façon à les rendre à la conscience et de résoudre ses problèmes psychologiques. L'Odyssée du temps de la grande scène du Chênaies Rocancourt, c'est une vingtaine de comédiens, cascadeurs, musiciens et même 2 chevaux. Ça va au-delà de ce que je pensais, c'est un spectacle très spectaculaire, sans jeu de mots, et c'est époustouflant. C'est une série de ce qu'on appelle en spectacle aussi, c'est une série de tours de force.
Donc chaque tableau, chaque époque est un tour de force. Je pense que les gens vont bien rigoler et s'attacher à chaque personnage. Chaque personnage est attachant et chaque univers est unique. En plus des tenues et maquillages, le choix de faire jouer la musique directement sur scène pour plus d'immersion. Ça amène carrément les époques parce que le son des instruments nous transporte tout de suite dans la bonne époque et comme ça simplifie aussi pour le spectateur la lecture des tableaux. Un spectacle qui voit grand et qui n'a pas fait peur à la grande scène déjà prête à l'accueillir. C'est un spectacle qui vient au bout de 10 ans d'histoire, en fait. On peut se permettre de le faire. Et les contraintes, c'est bien sûr des contraintes techniques avec des choses particulières, parce qu'il y a des cascades, il y a quand même des armes à feu, il y a des projections, vidéoprojections en rétroprojection assez particulières. Et puis, il y a beaucoup de monde sur scène. Donc, évidemment, ça demande du monde et ça demande beaucoup d'expertise et beaucoup de répétitions. 800 personnes sont attendues pour venir voir les 2 représentations, samedi 13 novembre à 20h30 et dimanche 14 à 15h. Pour continuer, Bichente, ce n'est pas vous qui allez vous mettre en maillot de bain. Vous allez me dire, vu les températures du moment, mieux vaut éviter, mais bel et bien une vache. Exactement, Grégory. La nouvelle médiathèque de Carrières-sous-Poissy accueille ce samedi 13 novembre l'auteur, compositeur et interprète Laurent Tousseul pour un concert justement de son album La vache en maillot de bain. C'est l'interview express. Bonjour, je m'appelle Laurent Tousseul, je suis auteur, compositeur, interprète de chansons jeune public. Ce week-end, en effet, il y a un concert à Carrières-sous-Poissy, à la médiathèque, à la nouvelle médiathèque, voilà. Et donc, il y a un concert qui est prévu à 10h, mais comme il y a énormément de réservations, du coup, il y aura un deuxième concert à 11h15. J'ai sorti un album je montre qui s'appelle La vache en maillot de bain. C'est une de mes copines d'ailleurs. Et donc, ça marche tellement bien auprès des enfants en Normandie que du coup, j'ai demandé à un dessinateur de BD de me faire une bande dessinée sur La vache en maillot de bain. Pour résumer, ce sont les animaux d'une ferme qui, au final, ils s'aperçoivent que leur fermier travaille pour rien et donc ils décident de prendre des vacances. Le but pour les enfants, c'est vraiment de les faire chanter, de les faire taper des mains, enfin voilà, de participer au maximum. Il y a guitare, ukulélé, kazoo, guimbarde, harmonica. Enfin, il y a vraiment pas mal d'instruments à montrer. Alors, je n'ai pas réussi la dernière fois à vous faire chanter un air de Lady Gaga. La vache en maillot de bain. Je peux en essayer si vous voulez. Une vache en maillot de bain. Un mouton en caleçon. Bravo. Non, je peux pas aller plus loin. Bravo. Non, mais j'ai tout donné déjà la performance musicale. Alors, de la musique toujours. Je le disais tout à l'heure, il y a votre invité qui nous a rejoint en plateau, c'est le capitaine Jean-Louis Delage. Oui, en effet, c'est décidément un journal riche en rythme et en arpèges. Jean-Louis Delage, bienvenue. Vous êtes le maître à la baguette de l'orchestre des pompiers des Yvelines. Grégory, d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de l'ODSPY ? Bien sûr, l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines a été créé en 1987. Il était à l'origine une batterie fanfare. Il s'est élargi en orchestre harmonique dès 1995. Il est dirigé par le capitaine Jean-Louis Delage qui est avec nous en plateau et aussi l'adjudant Fabien Lacoste. Il est composé de 55 musiciens de haut niveau, tous vêtus aux couleurs des sapeurs-pompiers. La vocation de cet orchestre est d'accompagner les cérémonies officielles, commémoratives ou festives, mais l'orchestre donne aussi des concerts comme l'événement dont on va parler. En somme, il fait partie intégrante du patrimoine musical du département. C'est exact, monsieur Delage, il a bien travaillé. Tout à fait, il a très bien travaillé, je vous remercie. Vous êtes ici du coup parce que vous jouez samedi prochain le 20 novembre pour l'événement sous le thème d'une soirée à Broadway. Le début de la soirée est à 20h30 au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, un lieu que vous connaissez puisque vous étiez déjà venu en 2019, si je ne me trompe pas c'était le 9 novembre, pour un événement similaire. Quel est le programme cette fois ? Alors le programme cette année est autour de la musique américaine. Pour une raison simple, c'est que nous avons un partenariat depuis 20 ans, un partenariat amical entre les pompiers de New York et les pompiers des Yvelines. Et cette année, on a malheureusement le triste anniversaire des 20 ans du World Trade Center.
Donc on a choisi, et en plus une convention signera entre les pompiers de New York et les pompiers des Yvelines. Donc on s'est dit, on va orienter tout notre programme autour de la musique américaine et de la musique composée aux États-Unis. Voilà. Vous prenez une soirée haute en surprise. On peut extirper un avant-goût d'une d'entre elles sans trop spoiler ? Tout à fait. Alors, dans la partie qui sera... Il y a une petite partie de 10 minutes qui sera réservée vraiment en hommage aux pompiers américains, aux 343 pompiers qui sont décédés le 11 septembre 2001. On fera intervenir des cornemuses sur le thème du film World Trade Center. D'accord. Et pour revenir du coup sur votre orchestre, vous nous avez habitués à jouer des musiques très connues du grand public. Je pense à Star Wars, Spider-Man ou encore Les Simpsons. Voici d'ailleurs un petit extrait. Cette fois, donc, c'est au tour des États-Unis du XXe siècle. Qu'est-ce qui nous attend comme musique ? Alors, on a programmé West Side Story, Mission Impossible, Un Américain à Paris. Alors, de Gershwin, c'est l'Américain qui découvre les différentes sonorités des grands boulevards. Les musiques de films Captain America, Les Indestructibles, des musiques aussi très abordables pour le plus jeune public. Il y a aussi du 21e siècle, du coup, de musique, voilà. Le concert dure combien de temps ? C'est 2 parties de 40 minutes avec un entracte. D'accord. Et ce concert donc est donné au profit des enfants orphelins de sapeurs-pompiers. Il y en a plus de 700 en France. L'entrée gratuite, ça se fait sous forme de dons à la sortie, en fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, bien entendu, quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années chez les pompiers, il y avait 700 orphelins. Aujourd'hui, on est proche des 1500, 1490 exactement. Et depuis également une vingtaine d'années, on enregistre des CD dont les bénéfices des ventes sont décernés à ces orphelins. Et là, on a décidé de faire la soirée complète pour eux, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prix d'entrée, mais à la sortie, il y aura deux urnes sur lesquelles le public déposera des dons. Justement, j'allais y venir pour finir. Vous enregistrez justement, comme vous disiez, des CD, une partie reversée aux enfants orphelins. Il y en aura un autour du concert sous la thématique de Broadway, vous avez prévu ? Alors, il y a pas, le thème de Broadway sera probablement enregistré au printemps. On va profiter du premier trimestre de 2022 pour enregistrer ces thèmes. Mais on a plusieurs propositions, notamment un double CD autour du jazz, qui touche complètement les États-Unis, puisque c'était surtout le swing et les années d'après-guerre, donc qui est complètement dans le thème également. Et puis on a une dizaine de CD de toute façon à proposer au public. Merci beaucoup Jean-Louis Delage d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le chef d'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Vous donnez un concert ce 20 novembre prochain au Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. Un événement sous le thème, une soirée à Broadway, donc concert qui débute à 20h30. Et on attend les Yvelinois nombreux pour faire la fête et aussi se mobiliser au profit des orphelins de sapeurs-pompiers. Il y a d'ailleurs un numéro de téléphone qui pourrait s'afficher, il va s'afficher pour toute information, réservation aussi autour de ce concert. Merci capitaine d'avoir été avec nous en plateau. On va désormais se projeter sur le week-end prochain. On en a déjà un peu parlé avec bien sûr ce concert, puisque l'ambition du 7-8 Week-end, c'est de parler du week-end qui nous concerne, mais aussi de se projeter sur le week-end d'après. On commence aussi avec une compétition de cinéma, après la musique, le cinéma. C'est ça, c'est le festival Les Images Vagabondes qui revient pour une 10e édition, vendredi 19 novembre. 9 courts-métrages seront diffusés à partir de 20h. Ça va d'une animation d'1 minute, attention Lou, à des courts-métrages de 15-19 minutes pour la réalisation de Benjamin Bonnet, Sonné après minuit. Un prix du jury professionnel sera remis, mais aussi un prix du public. N'hésitez pas à vous y rendre donc pour voter pour le petit film qui vous aura le plus séduit. C'est l'occasion de découvrir aussi de jeunes talents du cinéma. Rendez-vous donc à l'espace Maurice Béjart à Verneuil-sur-Seine, vendredi 19 novembre à 20h. Alors, elle aussi est à l'affiche en ce moment au cinéma. La comédienne et humoriste Virginie Hoc, à voir aussi sur les planches. Oui, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir dans le film à l'humour limite de Fabrice Eboué Barbac, l'actrice belge également humoriste se produit au COSEC Pablo Neruda des Mureaux, un spectacle autobiographique appelé Virginie Hoc ou presque, où elle dépeint sa vie, de son enfance à sa future vieillesse, et la sénilité qu'elle souhaite à tout prix éviter. C'est dimanche 21 novembre à 17h30. Pour réserver, rendez-vous sur le site internet de la commune des Mureaux. Les tarifs sont compris entre 12 et 29 euros.
Et on termine Bichente avec un spectacle à voir en famille, et ce à partir du week-end prochain. Oui, dimanche commence la balade d'automne des 400 coups. Le pôle jeune public de Vallée de Seine a prévu 8 spectacles vivants, dont 2 spécialement pour les scolaires, donc théâtre, musique, conte. C'est pour tous les âges et ça se déroule dans la Vallée de Seine du 21 novembre au 5 décembre. Faute de temps, Grégory, parce que je suis pressé de partir en week-end aussi pour tout ce que je vous ai annoncé la semaine dernière. Je ne vais pas vous donner, je vais donner qu'un top 2 de ce qui me tente à titre personnel, si ça vous convient. Allez-y. Moi, je débuterai donc à Mantes-la-Jolie le mercredi 24 novembre à 15h, si le chef accepte mes heures de récupération, bien sûr, pour écouter le concert de Soul Béton qui s'appelle Panique au Bois Béton, un spectacle festif de funk, hip-hop, de la musique urbaine comme on les aime. Si j'arrive pas à libérer, pas de panique, je me rattraperai le samedi 27 puisqu'il donne un second concert à 17h. Ensuite, je me rendrai bien aussi le mercredi 1er décembre à 15h au théâtre Simone Signoret de Mantes-la-Ville pour assister au show du trio du Moustache Poésie Club. C'est un mix entre humour, rap, hip-hop, qui parle du quotidien d'un petit écolier finalement. Et allez Grégory, je vous laisse pas en rade. Si ça vous a pas inspiré, vous avez 4 autres spectacles à aller voir. Toutes les informations sont sur le site internet des 400 coups. Le programme est chargé. Merci Bichente. Voilà, c'est la fin de cette émission, le 7-8 week-end. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Entre-temps, il y a le retour du journal. Ne manquez pas le retour du journal de la rédaction du lundi au vendredi sur TV 78. Et d'ici là, passez un excellent week-end.